Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h10 à 14h, votre émission spéciale coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Café Coaching, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui je suis avec Pierre Lagneau, il fait du coaching et de l'accompagnement auprès des particuliers et des entreprises. Son entreprise à lui, elle s'appelle Votre Parenthèse et son slogan c'est « Pour avancer vite, faites la pause ». Et justement, il est venu faire une pause dans Café Coaching pour nous parler du temps qui nous manque à tous. Il va nous donner des conseils pour mieux gérer notre temps. Donc voilà, des précieux conseils puisqu'on en a tous besoin. Alors restez avec nous, vous êtes dans Café Coaching sur Radio Pluriel et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 04 78 21 05 95. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Elodie. Merci d'avoir répondu à mon invitation, qui était une double invitation. Qui était une double invitation, oui. Hein oui, j'avais très envie de venir. Voilà. Donc, oui. Et moi, je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour parler de entre autres, la gestion du temps. Entre autres. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter rapidement aux personnes qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Pierre-Yves Lagneau. Je savais pas tout à l'heure, je vous demandais au micro s'il fallait que je dise mon âge ou pas, mais j'ai 57 ans. Voilà, jeune con qui a mal vieilli, 57 ans. Moi, j'ai un parcours qui est un petit peu, c'est assez bizarre. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai un fil conducteur qui a toujours été l'accompagnement. Et oui, j'ai vu ça. Alors, l'accompagnement sous forme de patchwork complètement avec des activités différentes. J'ai commencé très rapidement à accompagner des groupes de Français à l'étranger. Ça m'a permis d'une part de visiter le monde entier, d'être confronté très tôt à des situations plus ou moins faciles. Ensuite, je suis passé dans une société financière, donc plus rien à voir, où là j'ai appris ce que c'était qu'une formation, ce que c'était que d'être formateur. Je me suis formé à être formateur, parce que toujours le goût de donner à l'autre, de faire partager à l'autre les savoirs et les expériences. Et puis j'ai voulu travailler beaucoup plus avec l'individuel en me formant effectivement à la notion de coaching. Voilà ce parcours très très hétéroclite. Et très riche. Oui. Très riche. Riche de rencontres, riche d'expériences. Ouais. Qui permet quelquefois quand il y a du cafard de se souvenir de la nuit étoilée que j'ai passée devant le Taj Mahal, des choses comme ça, quoi. Oui. Ok, super. Et alors, pourquoi la gestion du temps ? Parce que c'est vrai que c'est quand même c'est un peu quand même votre... c'est mon bébé. Votre bébé, hein. Oui, la gestion du temps, c'est ma marotte avec la gestion du stress. Puisque les deux, pour moi, sont un peu indissociables. Oui, vous avez raison. La gestion du temps, quatre raisons différentes. D'abord, j'ai pu constater que c'était un sujet qui date des années du XVIIe siècle. Zadig, Voltaire en parle. C'est lui qui a d'ailleurs, à mon sens, la meilleure définition de la définition du temps. En plus, moi, j'aime ce qui est pas facile. J'aime les défis. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que derrière la gestion du temps, c'est pour moi souvent l'arbre qui cache la forêt. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres raisons et on se rend compte que quand on creuse un peu, parce que c'est aussi ça qui fait que je suis là, c'est que comme vous, j'aime écouter, j'aime poser des questions, j'aime m'intéresser. Et l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est une merveilleuse, à mon sens, porte d'entrée vers d'autres situations problématiques. Quand on pose des questions... Oui, je comprends. Par rapport à la gestion du temps, on va se rendre compte souvent que... il y a une incapacité, par exemple, d'un directeur à déléguer.
On va se rendre D'accord. compte. Ouais. Il y a la peur du vide aussi. C'est la peur du vide, c'est la fuite en avant, c'est la peur de se poser un certain nombre de questions qui sont essentielles. Et puis je me rencontre aussi très souvent que toutes les personnes qui ont des problèmes de gestion du temps ont des bénéfices cachés, ce que j'appelle moi des bénéfices cachés. C'est-à-dire que être bordélique ou donner le sentiment qu'on est surchargé de travail, ça apporte certainement quelque chose. Si ça n'apportait rien, on ne le ferait pas. Par exemple par exemple, je prends une personne que j'ai, un particulier, c'était une dame que j'ai suivie il y a quelque temps, qui me disait qu'elle avait pas le temps pour elle, et qu'elle aimerait bien trouver du temps pour elle. Et en fait, c'est une personne qui est à la maison, c'est-à-dire qui ne travaille pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en posant des questions, c'est qu'elle avait été formée ou déformée par sa maman, qui lui expliquait qu'une femme à la maison, il fallait pas qu'elle reste sans rien faire. Et oui, il y a les fameuses croyances. Il y a ces fameuses croyances, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon les messages contraignants. Oui. Et on se rend compte effectivement que quelquefois derrière, il y a des grosses injonctions qui ont été données et dont on a du mal à se débarrasser. Oui, ça je comprends. Et c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans la gestion du temps, dans notre façon tous de... moi, je m'étais rendu compte quand j'étais en entreprise... Je donne cet exemple du coup, que ça, en fait, d'être à fond tout le temps et de remplir son agenda donne une certaine importance. Oui. Une fois, il y avait même quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, quand tu es à la photocopieuse, parce que moi j'avais déjà un peu mon côté un peu lunaire à des moments, et puis du coup quand j'allais à la photocopieuse, je photocopiais quoi, je mettais mes photocopies, j'attendais. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, quand tu es dans une industrie, quand tu es à la photocopieuse, il faut que tu fasses semblant de faire quelque chose. Il faut toujours que tu sois en train de faire quelque chose, sinon ça donne le sentiment qu'effectivement tu n'es pas quelqu'un d'important. Ça m'avait vraiment c'est stressant pour le fait. Moi je me souviens dans une société dans laquelle j'étais, pour être un bon cadre, il fallait sortir à 20h. Voilà, par exemple. Il fallait sortir à 20h. Bon, globalement, moi, ça ne me dérange pas de dire que de 18h à 20h, je voyais pas grand monde qui faisait vraiment quelque chose d'opérationnel, enfin, qui amenait, si vous voulez, de la valeur ajoutée à son travail. Ouais, c'est intéressant tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conséquences liées... On a tous plus ou moins quand même une mauvaise gestion du temps. Oui. Tant qu'on n'a pas vraiment pensé le sujet. Et quelles sont au-delà du stress, c'est vrai qu'il y a le stress, mais plus précisément, quelles sont les conséquences liées à une mauvaise gestion du temps ? Alors, la mauvaise gestion du temps, tout d'abord, il y a une chose que je voulais vous dire avant d'aborder cette notion de mauvaise gestion du temps, ou du moins des conséquences, c'est que moi, ce qui me plaît dans les formations que je fais ou dans l'accompagnement que je fais sur la gestion du temps, c'est que j'apprends aux personnes à prévoir l'imprévu. Je leur explique que ça va être des Madame Irma et que ils vont savoir deviner ce qui va se passer parce qu'effectivement, j'ai un petit truc qui permet de le faire. On arrive à peu près à gérer 75% des imprévus qui nous arrivent sur le coin du nez, on va le dire de cette façon-là. Et moi, je garde 25% pour le sel de la vie. Parce que je trouve que ça, c'est quand même important. C'est quand même... Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est primordial. Ça, c'est vraiment important. Alors, les conséquences, comme vous l'avez très bien dit, il y a l'augmentation du stress négatif. Moi, je parle de stress négatif parce qu'il y a un peu de stress positif. C'est ce qui nous fait manger, c'est ce qui nous fait nous reproduire, c'est ce qui fait qu'on avance. Mais c'est l'augmentation du stress négatif parce que quand on gère mal son temps, on va avoir le sentiment de manquer de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on est bordélique, les gens nous le reprochent, on n'arrive pas à finir nos dossiers, on se demande à quoi on sert, on passe des journées sans arrêt à se dire, je sais pas si ça vous est arrivé, moi oui, à se dire, attends, j'ai bossé toute la journée, mais j'ai fait quoi exactement à la fin de la journée ? Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a quelque chose, moi, qui me revient souvent, et j'en parle souvent avec des amis, on a ce même sentiment, d'insatisfaction en fin de journée, mais je crois que je vous en avais parlé quand on a préparé l'émission, parce qu'on remplit trop notre agenda. Oui. Et du coup, ce sentiment d'insatisfaction, il est insupportable parce qu'à chaque fois, on se dit je voudrais que la journée dure plus longtemps. Mais en fait, c'est un leurre, quoi. C'est complètement un leurre. Et puis, de toute façon, quoi qu'on fasse, la journée, elle dure 24 heures.
Et sur ces 24 heures, il vaut mieux dormir à peu près 8 heures si on veut être à peu près d'aplomb tout le temps. L'autre chose qui moi, me semble aussi importante, c'est que quand on gère mal son temps, on peut manquer d'opportunités. On peut manquer des opportunités. Ça c'est vrai. C'est vrai qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas, mais c'est important parce qu'on est tellement dans le présent, dans le tout de suite, dans l'immédiat, et puis ensuite aujourd'hui avec les techniques de communication existantes, on a l'impression que le temps va encore plus vite. Ce qui est faux, c'est notre appréciation du temps. Par contre, c'est vrai que ça c'est fatigant. Oui. C'est des super choses, hein. Tous ces moyens de communication, de recherche d'infos, Facebook, Internet, les SMS, ah oui, les mails. Oui. Par contre, je suppose, enfin, vous allez nous en dire plus après, qu'il y a quand même des conseils et des choses à mettre en place, par rapport à tous ces outils qui font qu'à un moment... moi, à des moments, j'ai l'impression que mon portable, il est greffé dans ma main, que c'est plus ma main, c'est mon portable. Oui. Et je me dis, en fait, c'est sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que je me rends compte que machinalement, je suis toujours en train de regarder soit un mail, soit un truc sur Facebook, soit un SMS, et que pendant ce temps, comme vous dites, peut-être qu'on loupe une opportunité qui est en train de se passer, quoi. Oui, et puis, si vous voulez, on est aujourd'hui dans une civilisation de l'immédiat. On a l'impression que si je réponds pas tout de suite à un mail que je reçois, je ne suis pas réactif. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que dans les interventions, j'interviens beaucoup sur la notion des priorités. Comment gérer ces priorités, priorité par rapport à l'objectif, priorité à ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce qu'en fait, ma question fétiche, que je pose systématiquement et tout le temps, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? À quoi vous voulez arriver vraiment ? Et à partir de là, on va pouvoir dérouler un plan, on va pouvoir y travailler avec bienveillance, mais dans un cadre. Oui. C'est intéressant tout ça. Ça me passionne. Quand je travaille sur la gestion du temps, je ne vois pas passer le temps. Oui. Et c'est mon bébé, donc je ne travaille pas pour moi, je m'amuse. Oui, et puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école en fait. Alors oui, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de m'occuper d'enfants et puis d'adolescents, justement progressivement pour leur apprendre à s'organiser, parce qu'il est quand même question de ça. Et je vous assure que quand moi je me suis rendu compte que je pouvais gagner facilement entre 1 heure et 1h30 par jour de travail pour faire autre chose, je me suis dit mais c'est la vie rêvée quoi. Enfin, j'ai 1h30 de bonus. J'ai 1h30 de bonus pour faire un truc qui me plaît. Oui, puis l'objectif quand même dans la vie, c'est justement de ne pas être que dans le stress du travail et de remplir ce temps, et puis que le temps, ce soit ça soit un outil. Un outil, voilà, c'est le mot que je cherchais. Quand je démarre la formation, je demande systématiquement toutes les phrases qui existent avec le mot temps, d'accord ? Et on se rend compte finalement que la plupart des phrases, il y a des phrases qui sont négatives, comme j'ai perdu du temps, je perds du temps, j'ai pas le temps, etc., etc. Puis on a aussi des phrases positives, c'est-à-dire j'ai pris le temps, j'ai gagné du temps. Il faut donner du temps au temps, etc., etc. Et qu'en fait, ça n'est qu'une posture personnelle qu'on a par rapport au temps. Et ce que je propose pendant les accompagnements, c'est de passer de ce que j'appelle moi le temps subi en temps maîtrisé. Et quand c'est moi qui maîtrise mon temps, je suis un super-héros, quoi. Enfin, tout va bien. Ouais, c'est intéressant ça. Passer du temps subi au temps maîtrisé. Noté. Bon, on va écouter, faire une petite pause et on va écouter Lenny Kravitz. Et après, vous allez nous donner plein de conseils pour justement mieux gérer ce temps. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. 04.
participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Alors, on est dans Café Coaching sur Radio Pluriel et moi, je suis avec Pierre Lagneau qui est venu nous parler du temps, de comment mieux gérer son temps, ce temps qu'on croit nous manquer, qui nous génère beaucoup de stress, justement. Donc là, il va nous donner ses conseils, Pierre-Yves. Alors, les conseils. Un coach ne donne jamais de conseils. Ah, alors Non, un coach donne des pistes. Il accompagne son client à trouver lui-même ses ressources, oui. Ses solutions. Mais néanmoins, il y a en gestion du temps, enfin pour moi en tous les cas, il y a 8 ou 9 outils dont je me sers et qui sont largement suffisants. Moi, je suis d'origine terrienne. J'avais un grand-père qui était paysan et bien donc il fallait qu'on regarde pousser les graines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'aime bien, je suis un peu comme saint Thomas, j'aime bien ce qui se voit. Donc les outils qu'on utilise sont des outils vraiment très très concrets. Ce sont du concret. Ouais, c'est vraiment du très concret. J'en ai éventuellement 2, c'est peut-être les moins concrets c'est peut-être les moins concrets parmi ceux avec lesquels je travaille. Je bafouille. Alors quels sont ces outils? Alors il y en a un qui, mon sens, est primordial et c'est celui sur lequel on reste le plus longtemps, c'est la notion d'objectif de vie. C'est bien faire la différence entre un objectif et un idéal. Un objectif, il doit être réalisé et réaliste. Oui, réaliste, réalisable. Alors il y a un petit moyen mnémotechnique qui permet de se souvenir d'un objectif. Un objectif, il doit être soit smart, soit sport, soit malin. Donc ça, c'est les initiales. Smart, ça veut dire spécifique, ça veut dire dans un contexte particulier. Mesurable, c'est-à-dire qu'on doit savoir où on en est par rapport à notre cheminement. Il faut qu'il soit accessible. Il demande des efforts à fournir, mais on doit l'atteindre. Il faut qu'il soit réaliste et réalisable. Et il faut qu'il soit inscrit dans le temps. Il faut qu'il y ait une date butoir. Il est fait pour être réalisé. C'est la grande différence avec l'idéal. L'idéal, oui. Le rêve, quoi. Le rêve, oui. D'accord. Donc ça, c'est l'objectif de vie. Et puis, j'ai aussi, moi, ce que je propose à tout le monde, c'est d'avoir une affichette avec les 4 questions essentielles. Généralement, aujourd'hui, vous les mettez dans un endroit où vous êtes tout seul, où vous les avez face à vous. Je ne vais pas vous décrire où est-ce que c'est, mais c'est à peu près ça. Où la première, c'est de se poser 4 questions essentielles. La première étant, qu'est-ce que je veux vraiment faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je veux vraiment... Oui, ça, c'est vrai que c'est une technique, une très bonne technique, ouais. Tous les matins de se poser cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je veux vraiment faire aujourd'hui ? D'où est-ce que je pars ? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire ? Aujourd'hui, je fais quoi ? Ça, c'est la notion d'urgence. Et d'où est-ce que je pars et où est-ce que je veux aller va m'amener cette troisième question qui est dire, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver ? C'est-à-dire, quel est mon plan d'action pour aujourd'hui ? Et la quatrième question, qui est la plus pernicieuse, parce que c'est celle qui nous fait perdre le plus de temps, c'est qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Ouais. Parce que ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose pas souvent. Des fois, on part dans notre journée en se disant, il faut que je fasse ça. On y va, on arrive à la fin de la journée épuisé. On se demande pourquoi, mais parce qu'on n'a pas fait quelque chose qu'on aimait vraiment, quoi. Alors, soit parce qu'on aimait vraiment, soit parce que c'était pas lié à l'objectif, soit parce que aussi on a commencé la journée avec des choses qu'on aime faire, mais qui sont pas forcément ni urgentes ni importantes. Boire le café, regarder ses mails le matin, discuter avec la copine du film de la veille au soir, etc. Passer une demi-heure à la cafétéria, j'ai rien. Caméra café, c'est bien parce que ça permet d'obtenir des infos. Et puis après, on se rend compte qu'on n'a pas eu le temps de travailler sur un dossier. Donc, par exemple, non, la question « qu'est-ce que j'aime faire ?» c'est souvent, c'est notre marotte. Donc, on va aller regarder. Tiens, on a vu sur Facebook qu'on avait un message. Oui, tiens, j'ai oublié d'enlever ma sonnerie du mail qui est en train d'arriver, etc. Donc, je vais voir. Donc, je suis perturbé. On ne peut pas rester plus de 12 minutes concentré sur un dossier, il faut le savoir. Ah bon, donc pas plus de 12 minutes. Et pas plus de 12 minutes. Ça veut dire quoi ? Que toutes les 12 minutes, il faut faire quoi ? Toutes les 12 minutes, on prend une grande respiration, on fait un peu de respiration ventrale, ou on va peut-être répondre à un mail, et puis on va se reconcentrer. Mais faut savoir que 12 minutes, c'est vraiment le temps d'attention maximum. D'accord. Oui, c'est pas de concentration, c'est le temps d'attention. D'accord. Voilà. D'accord. C'est pas tout à fait la même chose. Ok.
Voilà, ces 2 outils parmi les 9. Après les autres, je vous invite à venir me voir. Vous ne pouvez pas nous en donner un autre de plus? Alors, l'autre, c'est la fameuse... je ne vais pas vous parler des priorités, je vais vous parler de la to-do list, cette fameuse liste de courses. Oui. Vous savez, ces listes sur lesquelles on met tout ce qu'on a envie de faire et qui est très frustrante parce que la fin de la journée, on a oublié de... Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu faire. C'est ça, moi, que je parlais tout à l'heure. Ouais. Alors, la to-do list, elle doit être effectuée avec une méthode très pratique qu'on appelle Pomodoro. Et qui s'appelle aussi NERAC, enfin voilà, un certain nombre d'abréviations. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui non plus. Mais la to-do, oui, je sais, c'est frustrant, mais c'est pour aller plus loin après. Hein. Mais la to-do list, elle doit prendre en compte au moins les priorités qui sont liées à l'objectif. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui, si vous voulez, les outils de gestion du temps, en tous les cas, dans la façon dont moi je les aborde et non, jusque-là, tous mes clients ont été contents, c'est quelque chose qui part en entonnoir et qui permet d'être très logique et d'appliquer une méthode qui est très simple, qui est vraiment très simple. Parce que dès qu'on commence à rentrer dans le compliqué, plus personne ne fait rien. Oui, donc c'est de pouvoir appliquer des conseils simples chaque jour. Chaque jour, de façon très simple et simple, parce que on a plein d'outils qui existent aujourd'hui, qui arrivent sur le marché pour aborder votre meilleur... Mais en fait, les fondamentaux, moi je reste persuadé que les fondamentaux, que ce soit sur la gestion du temps, sur la gestion du stress, sur la vente, sur le management, il y a des choses qui sont inamovibles depuis des siècles. Et le marketing nous fait croire qu'il y a d'autres choses, mais c'est de l'habillage. D'accord. Ok. Et alors, est-ce que on donne les mêmes conseils dans le cadre professionnel et dans le cadre personnel? Est-ce que c'est les mêmes techniques de gestion du temps? Est-ce que c'est les mêmes problématiques déjà? Alors, si vous voulez, dans votre question, moi, j'y vois 2 choses. La première, c'est que j'arrive pas à penser, j'arrive pas à être convaincu, à moins que quelqu'un, un jour, arrive à m'argumenter sur ce thème-là, mais j'arrive pas à être convaincu qu'on peut faire la différence entre personnel et professionnel. J'avais une amie l'autre jour qui me disait, mais de toute façon, tu sais, un homme qui est bien à son travail, il est bien à la maison. Et un homme qui est pas bien à la maison, il est pas bien à son travail. Je trouvais ça très judicieux comme remarque. Donc, moi, en tous les cas, je sais pas faire, je sais pas poser ma blouse de problème quand je vais travailler. Quand j'ai des problèmes d'ordre familiaux, par exemple, ça, je sais pas faire. Donc ça, c'est la première des choses. Par contre, l'objectif des séances n'est pas le même. Quand on est dans le domaine professionnel, très souvent, on arrive via son entreprise. C'est l'entreprise qui vous envoie pour travailler sur le coaching et notamment sur la gestion du temps. C'est parce qu'on sait mal s'organiser, on ne sait pas répartir son temps. Donc, on va aller travailler sur les objectifs de l'entreprise et les objectifs personnels du salarié, du collaborateur ou du cadre pour lequel il est fait. Généralement, dans le coaching professionnel, on aborde souvent la notion de la prise de poste d'un cadre qui a du mal à déléguer, ou qui a des problèmes de communication et de motivation avec son équipe. C'est les principaux thèmes qui reviennent. Ça, c'est plutôt dans le domaine du professionnel. Dans le domaine du personnel, quelles sont les problématiques les plus vues, les plus... Les plus vues, c'est j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de faire autre chose, j'en ai marre. Et mais ça, c'est par rapport à la gestion du temps? Alors, ça, c'est souvent, non pas par rapport à la gestion du temps, c'est ce que je retrouve le plus dans le cadre des demandes qui sont faites. Après, par rapport à la gestion du temps, c'est... je prends l'exemple d'un petit patron d'entreprise, une profession libérale, qui me disait, moi, je veux aller chercher mes enfants tous les vendredis à 16h30. Voilà. Son objectif, il est venu me voir pour ça, en me disant, j'y arrive pas, avec ma femme, on se voit plus, donc je veux rééquilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Vous voyez, on a du mal à faire que du perso ou que du professionnel. Ah, ça c'est sûr que c'est difficile de dissocier les deux. Après, du coup, je me disais, est-ce qu'on retrouve les mêmes problématiques et est-ce qu'en fait, on peut donner des conseils différents à quelqu'un qui nous écoute, qui est dans le cadre professionnel, ou quelqu'un qui est dans le cadre personnel, en fait. La question, moi, que je trouve la question magique, il y en a 2. Que je pose souvent et que je propose aux auditeurs de se poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Ça, c'est déjà quelque chose d'essentiel, parce qu'à partir du moment où on sait où on veut aller, c'est déjà plus facile. Ça, c'est sûr. L'autre question qu'on utilise beaucoup en coaching, c'est et si vous aviez une baguette magique,
D'accord? Oui. Vous voudriez que ça se passe comment? Mm. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Et c'est vrai que ça permet du coup d'éliminer des choses qui font perdre du temps et qui peuvent manger beaucoup de temps. Oui. Et qui sont pas essentielles à notre objectif de vie, finalement. Et qui sont pas essentiels à notre objectif de vie. On se rend compte très souvent qu'on vit par procuration, c'est-à-dire on vit pour faire plaisir à ceux qui sont autour de nous. Quand vous avez une maman qui travaille et qui a des enfants, c'est souvent l'exemple que je prends. Alors quelquefois je le fais avec un peu d'humour en disant il y a le travail, il y a le mari, il y a l'amant, il y a les enfants, il y a la maison. Ça fait beaucoup de monde à gérer et quelquefois c'est pas très facile. Donc moi, en tant que mère de famille ou en tant que femme, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Voilà. Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes qu'est-ce priorités que j'enlève dans cet emploi du temps trop chargé, quoi. Voilà. Ou qu'est-ce que je ne veux plus faire ou moins faire? Ouais. Et puis, il y a cette notion aussi, beaucoup pour les mères de famille, de culpabilité, de pas accorder jamais assez de temps à sa famille. Ah ben jamais assez de temps par sa famille, parce que c'est ces fameux messages contraignants dont on parlait tout à l'heure, qui sont sois parfait, dépêche-toi, sois fort, ou pour les hommes, pour y revenir, c'est sois fort, et puis c'est un homme, ça pleure pas. Donc il y a toutes ces... Mais c'est vrai qu'il y a le dépêche-toi, par exemple, c'est quelque chose qu'on entend dès qu'on est tout petit, quoi. Ah bah oui, et puis moi je me surprends, j'ai 2 enfants qui ont 7 et 5 ans, et tous les matins je les assomme, je m'en rends compte, mais un coup pas, mais je me rends compte que je leur dis dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et forcément, plus je leur dis dépêchez-vous, moins ils se pressent. Et oui. Mais l'enfant a une certaine sagesse. Il sait ce qui est bon pour lui. Oui, absolument. Ouais. Ça nous fait prendre. Bon, super. Eh ben, on va écouter Christophe Willem. On refait une petite pause. Oui, bien sûr. Et puis après, on va déjà clôturer cette émission qui arrive déjà à son terme. Mon Dieu. Café Coaching avec Elodie.
Café Coaching. Émission spéciale coach. Et oui, on est dans Café Coaching et moi je suis avec Pierre Lagneau qui nous parle de ce temps qui nous manque trop et qui provoque beaucoup de stress. Il est là pour nous donner ses conseils justement sur comment mieux gérer son temps. Et on arrive déjà à la fin de l'émission, c'est dingue, ça passe vite à chaque fois. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Alors, Pierre-Yves, quel autre petit conseil vous pourriez donner à nos chers auditeurs et auditrices ? Ah oui, alors écoutez, Elodie, on sent à travers votre voix que le stress, c'est pas votre truc. Donc on va... J'ai beaucoup travaillé dessus, on va dire. Ouais. Donc moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de vous expliquer les fameux 7 ou 8 outils avec la logique que j'utilise pendant mes séances. Il faut savoir que le premier outil, la première chose à faire, c'est de prendre du recul par rapport à sa vie. Oui. C'est de se poser, si effectivement, j'ai appelé ça votre parenthèse, c'est bien pour prendre une pause. Et une pause, ça peut être 30 secondes, ça peut être 3 minutes, ça peut être 10 minutes, mais pas forcément plus. Après, on peut prendre... C'est vrai que j'aime bien votre slogan. Hein. Pour avancer vite, faites la pause. Oui. Faites la pause parce que ça va permettre de prendre du recul en dégageant l'essentiel de ce qu'on veut vraiment faire. Une fois on prend ce recul, on va pouvoir effectivement poser son objectif de vie. Je veux aller où ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Où est-ce que je veux aller ? À quel moment ? Cet objectif de vie ce fameux objectif SMART dont je vous ai parlé, va forcément nous amener à nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver ? C'est-à-dire, quelles actions il faut que je mette en place. Un plan d'action, ce qu'on appelle un rétro-planning, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que ça passe toujours... moi, souvent, je dis, je pense, je dis, j'agis. Oui, voilà. Alors ça, c'est une bonne chose. C'est effectivement 3 phrases, d'ailleurs... ça faisait longtemps que je les avais pas utilisées, celle-ci, je vais vous les repiquer. Donc on va le faire comme ça. Donc le plan d'action va effectivement, ce rétro-planning va nous ramener à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais pouvoir, la première chose sur laquelle je vais décider de travailler, ça va être sur mes priorités. Et de décider qu'est-ce qui fait qu'une chose est prioritaire. Il y a 2 notions qui sont importantes dans la priorité. C'est soit parce qu'une chose, une action ou une tâche, elle est importante, soit parce qu'elle est urgente. Le fameux urgent et important. Le fameux urgent et important qui est relativement simple quand on utilise la fameuse matrice Eisenhower ou la matrice des priorités avec plus urgent, plus important, etc., etc. Donc ça va permettre déjà de se dégager un certain nombre de priorités à faire dans la journée. Bon, jusque-là, on est dans l'idéal. Parce que dans notre journée, on va être confronté à ce qu'on appelle des bouffeurs de temps, des chronophages, des voleurs de temps. D'accord ? Donc, pendant mon accompagnement, j'explique, on essaye de repérer quels sont les bouffeurs de temps, les mange-temps, enfin, on les appelle de différentes façons. Et puis, on va aussi avoir affaire, ce que je vous disais en début d'émission, aux imprévus. Et on travaille effectivement, c'est un petit tableau qui est à faire. Il faut, effectivement, c'est un peu difficile à le faire tous les jours, mais on arrive à se rendre compte que finalement, les 2/3 de nos imprévus sont prévisibles. Quand on prend effectivement du recul et quand on fait cette fameuse parenthèse ou cette fameuse pause. D'accord, oui, c'est vrai que quand on prend du recul, finalement, on est capable de se dire, je l'ai vu venir un peu, quoi. Voilà, je l'ai vu venir, ou si j'avais fait plus attention, si j'étais pas tout le temps dans le présent, dans l'affaire, dans la fuite en avant, dans ces choses-là, j'aurais pu m'en rendre compte. Et puis, là, on est carrément dans le quotidien, c'est-à-dire on est bien en train de gérer les choses qui sont... Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur la gestion du temps, je m'étais rendu compte qu'en moyenne, j'avais 2 heures par jour qui étaient consacrées à faire des choses que je n'avais pas prévues. Oui, d'accord. Alors, petite anecdote, j'ai eu un participant à une de mes formations qui m'a posé la question un jour, qui m'a dit, mais comment est-ce que vous savez si ces 2 heures d'imprévu, c'est de 10 à 12 ou de 14 à 16 Il n'avait pas pu comprendre que c'était pas forcément 2 heures de suite. Oui, c'est des petits, c'est plein de petits 5 minutes. Oui, 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure, ou carrément 2 heures, parce qu'il arrive un gros truc. Oui. Donc ça, c'est possible. Mais si on donne un exemple, ça peut être tout simplement dans une journée où on a prévu déjà pas mal de choses. Le coup de fil de la copine avec qui on va parler de tout et de rien, qui est génial, hein, mais qu'on peut à un moment finalement, c'est ce qu'on dit quand on a du recul, se dire, en fait là, si je le prends,
Oui. Et ben ça va me décaler ma journée. Oui. Et je vais peut-être lui proposer qu'on se pose ce soir et qu'on prenne un temps. Ça peut être ça, par exemple. Bah, ça peut être ça. Je vais vous donner un exemple vraiment du concret. Tout à l'heure, quand j'attendais, j'ai vu un mail arriver sur mon téléphone et je savais que ce mail-là, il allait pas me faire plaisir. Je savais que la réponse ce qui était dans le mail, ça allait pas me faire plaisir du tout. Donc je me suis dit, je ne le lis pas avant je décide de ne pas le lire avant l'émission. Oui. Voilà. Ça, D'accord. c'est par exemple D'accord. C'est chose-là. vraiment faire les choses en toute conscience. En toute conscience. D'accord. Et on va arriver effectivement progressivement au 7e outil. C'est ces fameuses 4 questions dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Oui. Qu'on va se poser effectivement. Alors là aussi, il faut savoir, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir adapter, il faut savoir s'approprier les outils que je transmets. Et les 4 questions, on peut se les poser, par exemple, le soir à la fin de la journée, pour préparer sa journée du lendemain. Oui. Ça peut être le matin. Est-ce que vous êtes plus du soir? Est-ce que vous êtes plus du matin? Donc moi, j'ai pas de conseils. Par contre, le seul conseil que je donne, c'est de se les poser. Voilà, alors on les redit, c'est qu'est-ce Alors, qui est important. qu'est-ce qui est important pour moi? C'est qu'est-ce que je veux vraiment faire? D'accord? Quel est mon objectif? Où est-ce que je veux aller? D'où je pars? Aujourd'hui, pour arriver à mon objectif, mais mon point de départ, c'est lequel? Quel est mon plan d'action? D'accord? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et la 4e, la fameuse question pernicieuse, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Voilà, qui va quelquefois venir nous perturber dans notre organisation du temps. Oui. Et une fois qu'on s'est posé ces 4 questions-là, on peut effectivement faire sa to-do list de la journée, sachant qu'on a repéré les imprévus, donc il faut bloquer un peu de temps. En se disant, j'ai une journée de 8 heures, sur les 8 heures, je vais travailler pendant 6 heures, je vais me décider voilà. La to-do list, c'est ça. C'est aussi savoir que il faut pas être multitâche. Il faut on travaille sur une tâche les unes après les autres et pas être multitâche. Moi, voilà. C'est ce que je sais pas faire. Voilà, c'est pour ça que je vous ai invité à une de mes formations d'ailleurs. Hein. Moi, je fais toujours 1000 choses en même temps. Voilà, donc ça, c'est les 8 outils. Vous voyez, c'est comme dans un entonnoir et puis on y arrive très bien au bout d'un certain temps. Bon, ok, super. Franchement, là, vous avez tout. Hein, les gens qui nous écoutent, vous avez tout, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin parce que justement, Pierre-Yves, il propose des formations. En plus des rendez-vous en individuel sur justement ce fameux thème, la gestion du temps. Comment elle s'appelle la formation? Maîtriser son temps. Maîtriser son temps. Je vous invite à... Alors, comment ils peuvent voir les personnes qui nous écoutent? Comment elles peuvent voir Alors, il y a dates, les dates, les sources. D'abord, j'ai un site internet. Hein, alors, qui est donc www comme tout le monde, tout attaché en minuscule et sans accent, votreparenthèse.com. Voilà, www.votreparenthèse.com. Ensuite, il y a des formations qui sont faites et que vous retrouverez sur le site internet et qui sont faites pendant le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc, il y a un article sur mon blog, toujours par votre parenthèse. Et puis sinon, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon mail, il est très très simple. C'est mes initiales, pyl, pyl.la. LA étant Laos. Laos. Puisque je suis domicilié au Laos, oui, parce que, vous voyez, une fois de plus, ça marche. J'ai choisi un mail court et qui fait poser des questions. Ah, génial. Voilà. Donc, Okay. pile@pile.la. Ok. pile@pile.la. Et est-ce que vous pouvez nous dire juste, alors là, du coup, on arrive à la fin vraiment. Oui. Vous nous dire rapidement quels conseils vous donneriez aux gens qui nous écoutent pour choisir un coach. Pour choisir un bon... En fait, on en a parlé. Pourquoi je vous pose cette question? Je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent. Parce qu'on en a parlé quand on a préparé l'émission et ça nous paraît important de dire comment trouver un bon accompagnant. Alors, trouver un bon accompagnant, la première des choses, c'est de se sentir en confiance avec lui. C'est le premier point. C'est que si sa tête lui revient pas, si vous le sentez pas, si vous n'avez pas confiance, n'y allez pas. Donc il faut toujours en voir 1, 2 ou voire 3 différents. Ensuite, pour moi, ce qui est important, parce que coach, c'est un mot que j'aime pas bien, je préfère accompagnant ou accompagnateur. C'est avec quels outils de communication il a travaillé, il s'est formé.
PNL, analyse transactionnelle, systémique, communication non violente. C'est connaître ces outils, c'est aussi savoir quelle école il a pu faire, et de préférence une école qui peut être certifiée soit par la Fédération internationale de coaching, soit par SF Coach en France, Société française de coaching, par qui il se fait superviser, parce qu'un coach doit se faire superviser. Et puis, est-ce qu'il a un contrat à vous faire signer? Est-ce qu'il a une page déontologique, une feuille déontologique qui vous fait signer pour vous expliquer comment il fonctionne? D'accord. Alors voilà. Ça, merci Pierre-Yves. C'est les conseils de Pierre-Yves pour trouver un bon accompagnant. Donc, eh bien, merci. On arrive vraiment à la fin de l'émission. Je vous invite à aller sur le site de Pierre-Yves si vous voulez en savoir plus. Pierre-Yves Lagneau, la parenthèse. Voilà, moi je vous dis, je vous remercie de nous écouter toutes les semaines. Je vous dis à la semaine prochaine. On parlera des manipulateurs avec Stéphanie Méchin la semaine prochaine. Voilà.